Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Portail de l'Environnement. Les zones humides sont décrites à la fois comme les reins du paysage pour leur fonction dans le cycle hydrologique et chimique et comme des supermarchés biologiques compte tenu de la grande chaîne alimentaire qu'elles entretiennent. Ces quelques phrases fortes tirées de l'ouvrage de Barbier nous montrent toute l'importance des zones humides. Elles sont classées parmi les écosystèmes les plus productifs au monde. Cotonou, une zone humide en perte de vitesse. Et quelles solutions pratiques pour mieux cohabiter avec l'eau? C'est le thème de votre émission Le Portail de l'Environnement. Bonjour et voici le billet de la semaine. Nous allons parcourir un peu la ville de Cotonou, voir un peu tous les aménagements qu'on pourrait réaliser pour cohabiter en bonne, j'allais dire en bonne santé, bien sûr, oui, en bonne santé, j'allais dire avec l'eau. Voici cet élément signé un de nos amis.
une très belle maquette qui montre un peu tout ce qu'on pourrait faire, pourquoi pas, pour mieux cohabiter avec l'eau. Ici, à Cotonou, on en parle avec Alfred Rougnon. Il est spécialiste en valorisation des ressources naturelles et mobilisation citoyenne. Bonjour Alfred. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, dites-moi un peu, comment est-ce que vous avez pu réaliser cette vidéo qui montre un peu ce qu'on pourrait faire pour mieux cohabiter, pour mieux rester avec l'eau, parce que comme on dit, on ne va pas contre l'eau. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur William Tchoki. Déjà, vraiment, vous avez fait le gros boulot d'avoir compris que Cotonou est déjà une zone humide, fait partie de la réserve de la biosphère qui est annexée à la basse vallée de l'Ouémé. Et bien avant ça, je crois qu'il y a depuis les années 2000, et le site, ça fait partie des sites annexés au site Ramsar 1018. Qui est toujours au niveau de la basse vallée de l'Ouémé. Donc, pour cela, et la ville de Cotonou étant devenue une métropole, ça n'empêche pas quand même qu'on ait un regard un peu plus sincère et sérieux envers sa sensibilité en matière de mangrove. Et site Ramsar aussi, et réserve de biosphère. C'est pour cela qu'on s'est intéressé tout de suite au reste de marécages, qui sont des marécages refuges, qui sont des coups d'eau. Il ne faut pas les confondre à des bassins. C'est plutôt des coups d'eau qui évacuent les eaux pluviales sur une azimut donnée, directement le lac Nokoué, avant d'acheminer l'eau de plus vers Badagry, au Nigeria, vers la mer. Donc, et quand on a commencé ça, on a compris qu'en réalité, ces marécages étaient non seulement des exutoires naturels, qui étaient des poumons verts, qui hébergeaient la biodiversité qui est le socle du tourisme, qui aussi peut apporter beaucoup de choses au niveau de la fluvialité, et du transport, de la communication et beaucoup de choses. Nous, on s'est intéressé à ça avec les communautés locales. Toutes les eaux qui circulaient, qui devaient revenir à un moment donné, ont été prises en masse dans le pôle Nord. Pourquoi? Parce que le pôle Nord s'est éloigné du soleil. Le soleil n'arrivait plus à atteindre là. Toutes les eaux qui étaient en circulation ont été prises en otage. Ça a fait que cette bande de 15 km environ entre le continent qui est limité à Calavilla, Calavi, Savi et consorts, et la mer, il y a eu un retranchement de la mer sur 15 km. C'est ça qui a donné naissance au cordon littoral. Ça, c'est la vraie histoire du passé. L'origine même de la ville de Cotonou, du cordon littoral. Donc, ça... Donc, ça veut dire qu'on avait des formations marécageuses le long du cordon littoral. On avait seulement la mer. La mer. Et quand le globe s'est basculé, la mer s'est retirée, s'est retranchée de 15 km, ça a laissé découvrir une terre. Donc, cette terre-là avait... ce fond de mer était fait de bancs de sable alternés par... des coups d'eau à l'intérieur, pas des coups d'eau, alternés par des fonds. Ces fonds-là sont à découvert. C'est ça qui constitue les marécages, au fait, de Fifadji qui vient de Togouin pour aller, Togouin-Ouida, pour aller au lac Nokoué, parce que l'azimut est unique pour se retrouver, au fait, au niveau de la mer. L'idée, c'est d'aller à la mer. Le nord aussi vient. Maintenant, vu qu'il y a eu basculement, et la mer est devenue plus haute, et la partie du cordon littoral est devenue plus basse. Et l'eau n'arrivait plus, l'eau qui vient de l'Ouémé, n'arrivait plus à rejoindre directement la mer, au niveau de Cotonou. Donc, le chemin a été de suivre les points les plus bas, c'est-à-dire à partir du lac Nokoué, l'Ouémé se réserve et prend par Porto-Novo pour aller à Badagry. Par exemple, quand on nous montre par exemple cette carte-là que nous avons sur l'écran, oui. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Parce que je vois là le lac Nokoué, je vois la Ganvier, je vois Boumekalavi. Il y a quelques flèches rouges qui indiquent, ça indique quoi concrètement? En réalité, les flèches indiquent en réalité les zones où on pourrait bien créer pas mal de structures récréatives qui vont permettre, et qui sont en réalité les exutoires urbaines. Là où ils ont créé des exutoires, là où on devait créer les vrais exutoires au niveau de nos villes, et ce qui est fait actuellement aussi comme exutoire au niveau de la ville. Mais en réalité, ça se superpose un peu aux exutoires naturels. Ces endroits-là sont en réalité les endroits où vous allez remarquer que tout ce qui est sur le continent
Et parce que vous avez les flèches prennent leur emprise à partir des crêtes. Les crêtes, ouais. Les crêtes sont les endroits qui sont les plus élevés au niveau du cordon littoral. Ouais. Il faut dire globalement que cette carte montre un peu combien de fois Abomey, Calavi, Cotonou, Sémé, Ouidah sont autour du lac Nokoué. Ouais. Sont au centre du lac Nokoué, le centre qui réunit Porto Nouveau, tout ça. Justement, ça on parle du Grand Nokoué. Grand Nokoué, c'était une belle vision du régime actuel qui ont parlé du Grand Nokoué. Donc ces flèches-là permettent de comprendre un peu là où nous pouvons mettre beaucoup plus la pression pour réouvrir au fait la route de l'eau, pour permettre à restaurer la route de l'eau afin que le continent, les crêtes ne soient plus inondées. Parce qu'actuellement, les crêtes qui n'étaient pas inondées semblent être un peu inondées pendant la période des pluies parce que tout simplement, et là où l'eau devait passer pour rejoindre le lac Nokoué, puisque l'objectif de l'eau, quand il y a une pluie, quand ça descend sur le toit, les chaussées, son objectif c'est de rejoindre le lac Nokoué d'abord, dans cette partie-là. Avant de continuer le grand chemin. Mais nous avons commis des erreurs de mettre des infrastructures qui bloquent le passage de ces petites eaux-là qui se ramassent. Ben, je prends le cas de Cotonou, à quel niveau avons-nous bloqué cette circulation? C'est tellement énorme. On a compté 277 verrous. Et ce n'est pas exhaustif encore. 277 verrous constitués de ponceaux qui sont faits de manière... et ils ont réduit au fait l'envergure des marécages. Par exemple, le marécage peut faire 300 mètres d'envergure. Ouais. Or, il faut savoir, dès le début, le marécage, c'est un cours d'eau. Ouais. Et lorsqu'on n'a pas fait une bonne lecture de tout le bassin, on pense que c'est juste un petit marécage qui est là. Et on vient construire un pont pour rejoindre un quartier, 2 quartiers. Ce pont-là, lorsqu'il est fait et ne respecte pas l'envergure du marécage, ça devient quoi? Un verrou. Parce que ça, c'est comme un barrage électrique, hydroélectrique. Ouais. Et ces verrous-là ont été les grands, comment on appelle, ces verrous ont été les grands facteurs de blocage de l'eau. Parce que l'inondation qu'on vit à Cotonou, c'est une inondation temporaire et artificielle. Elle n'est pas naturelle. C'est parce que l'eau a son trajet. Donc c'est nous-mêmes qui avons créé. Non mais ça c'est à base de cette clairement. C'est même pas d'abord les populations, c'est les programmes d'aménagement urbain qui créent des ponts qui ne respectent pas l'envergure des marécages parce qu'on n'a pas compris le rôle du marécage au départ. On ne sait pas où va le marécage. On en a plusieurs, on a tellement compté. Surtout la route nationale en a fait plein. Avant les routes nationales, il y avait déjà les chemins de fer. Alors quand je prends par exemple, je vais à Godomey. Oui. Vous savez, quand on prend au niveau de l'échangeur, on vient atteindre les pylônes. Oui. On sent que la zone, elle est tout le temps de façon permanente inondée. On y trouve même des typhas australis. Ouais, qui sont caractéristiques des zones humides. Donc cela voudra dire qu'on ne devait même pas habiter cette zone. Normalement, les gens sont venus habiter les crêtes. Et juste après les crêtes, vous avez un versant. Ouais. Le versant débouche sur un cours d'eau, qui est le marécage. Vous voyez par exemple au niveau du Serge Nokoué, le Serge Nokoué par exemple dont vous parlez, a mis un pied complètement dans le versant. Ah oui? Oui, non, le Serge est contigu au lac Nokoué, c'est à la berge du lac Nokoué. Donc on ne devait même pas ériger ce collège-là. Bon, vu qu'on peut vivre avec l'eau, on peut bien ériger ce collège, mais tout en respectant quand même un aménagement qui répond aux zones humides. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le phénomène que vous constatez est lié au fait que la voie pavée de Kendonoula, qui passe par là, quand ils ont voulu faire un pont, ils ont fait un pont verrou à l'eau. Le pont là ne respecte pas le débit de toutes les eaux qui viennent de Kendonou, plus les eaux qui viennent de Aklomé, Agla, qui devaient passer sous l'échangeur là. Ils ont d'abord sous-dimensionné le canal de l'échangeur. C'est pour ça que les semelles de l'échangeur de Godomey là sont dans l'eau toute l'année. Et ils n'ont pas calculé les débits au fait. Et justement aussi quand on passe la piste cyclable, on sent que les pavés... oui, parce que le mouvement de l'eau est très fort à l'interne, mais on n'a pas permis à l'eau de surface de continuer. Donc le mouvement n'est plus homogène. Okay. Ça fait que partout il y a ces problèmes, vous allez voir que l'asphalte est perturbé, les pavés sont perturbés parce qu'il y a un mouvement interne de l'eau. Vous comprenez, l'eau a 2 circulations. Il suffisait seulement qu'on construise un vrai pont, qu'on ouvre et laisser l'eau circuler en dessous. Qu'on drague même à la limite, jusqu'à la profondeur du sédiment. C'est-à-dire il faut toucher le fond au fait. Parce que ces marécages avaient un fond à une profondeur donnée. Et ça, c'est des études qui se faisaient. Les gens n'ont pas peut-être bien publié leurs résultats. Quand on connaît
la profondeur, on sait quelle quantité de boue s'est sédimentée pendant combien de temps. On connaît même la vitesse des fois. Et on sait ce qu'on va exhumer. Mais puisque nous évoluons vers des villes intelligentes et écotouristiques, en temps quand on n'a rien fait, la nature s'est recomposée. Et on dit souvent en écologie que lorsque l'écosystème renaît, toute la faune revient. Yeah. Donc lorsque tout ça là est recomposé, il y a eu une biodiversité intéressante qui est le socle de l'écotourisme qui est revenu. Donc en voulant draguer, il faut draguer intelligemment en maintenant quand même, en donnant une partie de vie à cette biodiversité. D'où l'intérêt de... Parce qu'on dit dragage, mais il ne faut pas faire des dragages systématiques, puisqu'il y a la vie dedans qui permet de faire l'écotourisme. Il ne faut pas perturber aussi. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'îles. Mettre en place des îles écologiques pour permettre de reconstituer ce stock-là, de les préserver et de les aider à continuer à vivre avec nous. Parce que la ville n'est pas que anthropocentrée. La ville humaine a besoin aussi de la faune qui n'est pas une faune compliquée, qui est une faune touristique. Les oiseaux, ouais. les petits reptiles d'eau, les crapauds, on en a besoin parce que la ville a besoin de respirer. Donc, pour ça, vous voyez par exemple là où vous parlez de Nokoué là, le Nokoué, le pont qui est là n'est pas un pont qui respecte l'environnement, l'écoulement de l'eau, parce qu'on est juste à la frontière avec le lac Nokoué, ouais. Mais le pont est tellement restreint, l'envergure même du lac là, c'est près de 270 mètres de largeur. Mais vous avez vu ce qui s'est passé maintenant, le pont a à peine 22 mètres. 22 mètres, ouais. Donc tout le reste, ils ont essayé de remblayer pour mettre des pavés. Vous avez remarqué que juste avant le pont même, l'amorce, l'eau est là. D'abord, le pont est épargné. Mais après, tout de suite, quand on descend aussi, l'eau encore. Vous rentrez dans l'eau. Parce qu'on n'a pas fait une étude complète de la lecture du paysage pour comprendre le cours d'eau qui est là, fonctionnait comment. Mais oui. Aujourd'hui, quand on prend la ville de Cotonou, on dit que la ville abrite près de 2 400 000 âmes. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait régler cette situation tout en épargnant le déplacement des populations? Vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Oui, c'est possible et c'est même facilement possible à partir du moment où Venise vit bien avec l'eau. Ouais. C'est l'aménagement qui est le problème. Pas défaut d'aménagement, vous ratez tout. Et c'est pour ça qu'il faut partir de la lecture. Il faut déplacer des gens, parce que les gens sont installés. Non, on peut maintenir les gens, parce que généralement les gens sont installés sur les crêtes. Maintenant, vu que la place de l'eau est remplie, ouais. Ça c'est... Et en remblayer tout le temps, on n'a pas travaillé l'eau. Il y en a qui ont même occupé les exutoires naturels. L'eau qui vient va rester où? Ça va monter les crêtes. Et ça inonde même les gens qui n'étaient pas inondés. Lorsque nous prenons le cas de Fifadji, le cas là est intéressant. Parce que c'est là où vous avez travaillé, je crois. C'est là où on a travaillé. Le cas de Fifadji, on est justement à Fifadji, avec ces on est à Fifadji. Ces espèces que vous voyez, les poules d'eau, qui sont des espèces monogamiques, ont été filmées à Fifadji. Ah oui, à Fifadji, vous avez toutes ces espèces que vous voyez ont été filmées à Fifadji avant qu'on commence notre travail éco-citoyen avec les communautés locales. Parce que là, ces espèces que vous voyez cohabitaient avec des déchets. Et là, ce sont des oiseaux... C'est les poules d'eau. Les poules d'eau. Qui sont même touristiques. Dans le Maghreb, c'est ça l'attraction. À Paris aussi, vous allez, vous payez avant de regarder. Ici, on en a de naturel, on a oublié à cause de la course folle. Bon, on ne voit pas la nature, mais ça, c'est Fifadji, par exemple. Ces poules d'eau, il y en a beaucoup, on en a plusieurs. Et il y a deux types, il y a les canards d'eau sauvages et les poules d'eau. Il y a les espèces. On peut encore retrouver à Fifadji? Oui, il y en a là, tout le temps, avec les œufs, ça, pour le cycle. Leur mode de vie, c'est leur habitat naturel, là, les tifas. Oui. Elles se nourrissent des tifas. Elles pondent leurs œufs dans les tifas. Elles vivent dans les tifas. Vous voyez, donc là, elles ne sont pas dans un jeu de destruction. Okay. Et là, c'est le mâle qui est en train de nourrir sa femelle. C'est une espèce qui prend sa femelle toute sa vie. Elle s'occupe de sa femelle. Ah oui. Ouais. Donc là... Et en détruisant par exemple les tifas, vous détruisez le habitat, vous faites perdre la vie à l'espèce. L'espèce doit disparaître. Alors vous voyez, elle est jolie, elle est touristique, elle n'est pas agressive. Ouais. Donc, si on maintient les tifas sous forme d'îles, là, on va pouvoir préserver le habitat et permettre de vivre avec ces oiseaux qui sont les nôtres. C'est l'origine de nos poules, au fait. Ah, d'accord. Oui, les ancêtres de nos poules, les poules d'eau du sud, ont donné naissance à des poules locales d'ici, qui ne sont pas importées, bien sûr. Ouais, donc... Ça, on doit la préserver, c'est un patrimoine qu'on peut préserver, qui est dans la ville, on est venu voir ça au fait. Donc, nous, par exemple, à Fifadji, on a remarqué que
Vous voyez ce bassin-là que les gens ont voulu faire sous le Pijemu, ils ont pensé que, ils n'ont pas vu que c'était un cours d'eau qui venait de Togbin. Vous voyez, qui passait par là pour aller au lac Nokwe. Et est-ce qu'il y avait des études au préalable qui indiquaient cela? Bon, je ne sais pas. Parce que nous, quand on a commencé notre travail, on est tombé sur ça. Le travail doit être fait quand même tout en se référant à ce qui est l'existant. Les études ont été faites certainement préalablement. J'allais dire, il y a des choses qui ont été faites avant. Pourquoi ne pas s'en tenir à ces choses-là pour corriger ce qui est faisable? Bien sûr, il ne faut pas oublier la contrainte des gouvernements. C'est-à-dire, chaque régime vient, ils sont tellement pressés que, bon, le truc qu'on dit, ça ne prend pas du temps. Mais vu la rapidité, le fait que les projets d'intérêt public ne sont pas discutés sur l'espace public, mais quand je prends, par exemple, il y a des lobbies qui se constituent rapidement autour des projets. Quand je prends aujourd'hui tout ce que fait le régime actuel par rapport à l'asphaltage, ils se sont, j'allais dire, basés sur le plan d'aménagement de la ville. En traçant les voies aujourd'hui, ça veut dire que tous les régimes peuvent le faire, n'est-ce pas? Oui. Pour éviter les problèmes pour les générations futures. Exactement. C'est pour ça que je félicite même ce régime. La preuve, ils nous ont fait appel. On n'est pas une grande structure, mais on a mis ce qu'on peut dans les travaux. Donc, c'est ouvert. Mais généralement, lors des discussions, j'ai remarqué, j'ai participé à quelques travaux récemment, lors des discussions, les gens veulent aller vite, par raccourci, pour boucler un dossier. Sans prendre en compte. Là, je vous parlais de la paléoécologie, qui ne dure pas. Les carottes, là, parfois, même c'est 5 000 francs pour prélever. On n'a même pas besoin de 100 carottes à Cotonou pour comprendre l'histoire. Mais vous voyez, puisque personne n'y voit l'intérêt et que c'est rapidement aller autre, ils ont abandonné ça. Alors que c'est ça qui est qu'il n'y a pas toutes les spécialités dans les groupes d'études. Un géographe, quand il est il veut seulement faire la géographie. Et s'il est responsable, il veut conduire tout le projet vers la géographie. Alors que c'est des études d'intérêt public, les spécialités ne règlent pas le problème de tous les secteurs. C'est toujours des projets intégrés qu'il faut, qui intègrent tout et même les non-instruits. Puisque c'est les non-instruits qui nous ont instruits, nous, quand on a été sur le terrain. Pour me dire, nous, on ne savait pas qu'on quittait Ganvier pour passer par Fifadji pour aller pêcher à Guézin. Non, là, cette fois-ci, pour aller pêcher à Djegbadji. À Djegbadji. Ah oui, à Ouida. Alors que les gens de Veki et consorts ne pêchaient pas à Ganvier. Ils sont venus se réfugier à Ganvier, ils ne pêchaient pas là. Ils pêchaient à Guézin. Et ils prenaient par où? Ils prenaient par le Djou, qui passe par, qui donne le lac Tao. Les autres passaient en bas à Fifadji. Tous les gens de Awansori là, qui n'allaient pas à la mer, passaient à la pêche maritime, la pêche continentale. Ils allaient pêcher à Vlekete et à Djegbadji. Vous voyez, aujourd'hui, c'est et tous ces gens-là empruntaient les pirogues. Oui, les pirogues. Cela voudra dire que pour la ville de Cotonou aussi, on peut développer... On peut développer. Et le chemin est toujours là. La trame est là, elle est claire. Il suffit d'aller sur Google Earth et avoir les bonnes versions. Vous allez voir, la trame est claire. Et on est en train de royer dedans. Les premières choses qui ont créé le cloisonnement de ce coup d'eau-là, c'est un seul coup d'eau. La première chose, c'est les ponts. Les ponts sont des ponts fabriqués par les programmes de développement urbain. Donc, on veut juste raccorder deux quartiers. Et on ne respecte pas l'environnement. C'est tout le problème. D'abord, les semelles ne vont pas au fond. Ça fait ça constitue une alors qu'on peut raccorder deux quartiers par le déplacement fluvial, pourquoi pas? Fluvial aussi. Pas des radeaux bien faits, équipés. Et là, ça nous réduit même les émissions de gaz à effet de serre. Effet de serre. On peut aussi faire des ponts qui respectent le passage des embarcations. Pour qu'ils respectent l'envergure du marécage. C'est notre argent, c'est l'argent public. Public, tout à fait. On peut faire quelque chose qui est intéressant et qui permet de donner de l'emploi. Parce que plus le pont est grand, beau, ça attire le tourisme, mais ça permet aussi de communiquer, de quitter Dantokba pour aller dans les quartiers de Cotonou sans passer par la route. C'est comme pour dire, les gens de Ouida, je dis Ouida, oui, Ouida, pourquoi pas, même d'Amokalavi peuvent venir à Dantokba sans prendre pas la voie. Non, ils n'ont même pas le droit de passer par la voie Alpha-T. Non, Calavi, à Cotonou, la voie la plus directe, c'est l'hypoténuse. Ils prennent directement, ils sont à Dantokba. Pas de développement urbain sur cette bande en allant du sud au nord. Donc, normalement, les quartiers qui venaient après Fifadji là, même Fifadji là, ne devaient pas être occupés selon les colons. Ils avaient dit il faut faire le développement le long de la bande, donc de l'est vers l'ouest. De l'est vers l'est, c'est du Nigeria, c'est-à-dire vers
Ouida. Et quels sont les quartiers, les zones qu'on trouve aujourd'hui sur cette bande-là? On a par exemple quartier Jacques. Vous avez vu que ça a été rapidement cadastré avec Jacques Mito. Jacques, c'est plus. C'est l'autre là, Jacques, on a dit Joseph Adjou-Kéké. Exactement. Vous voyez, ça a été cadastré. C'était le vrai cordon qui n'était pas coupé en deux. Il n'y avait pas le chenal. Et à Koulakodji, qui était le début du cordon. Ouais. Et ainsi de suite, tous les quartiers jusqu'à hauteur. En tout cas, tout s'arrêtait. Vous voyez le marécage qui quitte Fifadi là, ouais. Jusqu'à Rohiro là, passant par Rohiro, c'est le même marécage. Le Cotonou s'arrêtait là. Quand il s'arrêtait, le marécage de Fifadi Rohiro là, c'est la limite du Cotonou, selon les colons. Alors maintenant, revenons maintenant par rapport aux aménagements que vous avez proposés pour Fifadi. Oui. Parce que comme vous ne pas Fifadi, le nom nous dit que Fifadi, c'est là où il fait frais. Il fait frais, la paix. La paix, voilà, Fifadi. Vous avez quand même développé, on nous montre quelques images sur l'écran là, qu'on pourrait le faire, c'est-à-dire avoir des bibliothèques flottantes, des cages flottantes. Tout est possible pour la circulation fluviale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez encore qu'on peut encore développer tout ce que vous avez proposé là, dans votre maquette? Oui, bien sûr, c'est la solution optimale, puisqu'elle est intégrée, elle n'est pas le fruit d'une réflexion scientifique, elle est le fruit d'une consultation communautaire. Et les gens l'ont fait parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit, les communautés disaient, nous voulons aider le président Talon, qui est ambitieux, qui est rêveur. Parce que c'est le président qui... Ouais, quelqu'un disait, même il on fait nous. Voilà. Donc, nous allons contribuer. Parce qu'ils ont dit, l'eau à Fifadi n'est pas un problème. Mais les cadres veulent toujours en faire un problème pour lutter contre. On ne lutte pas contre l'eau. On ne lutte pas contre l'eau, on donne la place. On cohabite avec l'eau, on donne la place de l'eau. Déjà, nous avons combien d'erreurs? On n'a pas donné la place de l'eau. On a voulu faire un développement en tournant d'eau à l'eau et rendre l'eau comme une nature sauvage. On ne fait pas d'eau à l'eau. On ne fait pas d'eau à l'eau. On vit avec l'eau. Paris vit avec l'eau. Ouais. Et Amsterdam vit avec l'eau. Les Pays-Bas vivent avec l'eau en complet. Et Venise vit dans l'eau. Dans l'eau, justement. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inondation. Donc, quand on est arrivé à Fifadi, on a commencé par voir les problèmes parce que c'est après le Pujemi que nous on est arrivé. On était là avant, mais on n'avait pas les moyens. Quand le Pujemi est passé, on pensait résoudre le problème et les problèmes se sont installés. D'autres problèmes se sont créés parce qu'ils ont mis par exemple un déversoir sur un grand coup d'eau. Nous allons permettre aux gens de Fifadi, Zogbo, Zézoumé, Védekor de prendre la barque pour aller à Tantokwa. S'ils veulent aller à Porto-Novo, pas besoin d'aller à Tantokwa. Ils continuent directement sur Porto-Novo. Puis on est en face de Porto-Novo. On est à 17 km de Porto-Novo par eau, à Fifadi. Donc, nous, on a eu l'idée, on a dit, bon, nous sommes chômeurs, on est quand même bien formés, créons notre business et accompagnons le gouvernement puisque les communautés sont prêtes. C'est pour ça qu'on a tracé l'autoroute de l'eau. Et les terres pleines maintenant pour nous, c'est les îles qui vont préserver la biodiversité. Et de part et d'autre, on a décidé d'aller jusqu'à 9 mètres de profondeur, de boue enlevé. Et les populations disent, si vous faites ça, l'inondation est terminée. Puisque l'eau qui vient maintenant ne trouve pas de place. C'est pour ça que ça nous inonde. S'il y a 9 mètres de profondeur, que multiplie tout ce que vous voyez le volume d'eau, la capacité d'accueil, oui. Ça va temporiser au moins l'eau, ça va accueillir l'eau. Et au même moment, nous pouvons développer la pisciculture. Les trucs jaunes que vous voyez, c'est la pisciculture. Oui. On a remarqué aussi qu'il y a une espèce de palmier de chez nous qui fait de l'alcool en quantité, qui est à Fifadi, dans tous les marécages, mais qui se retrouve maintenant dans des maisons parce qu'on a cadastré tout. Bon, les gens n'en veulent pas. Mais c'est notre palmier, c'est le patrimoine de la ville. On a dit on va les récupérer chez les gens, leur libérer leur maison et mettre ces palmiers-là en densité linéaire autour de ce bassin pour en faire espace piéton pour ceux qui veulent courir. Mettre aussi des granites pour créer de l'espace de réflexologie comme les carrefours sous Bébra. Vous voyez les femmes enceintes, les vieux qui sont en train de sortir de l'AVC, tout ça, l'hémiplégie, ils viennent et ils réactivent leur nez. Fifadi seul fait 10 km de parcours, le marécage. 10 km? Ouais, au cœur de la ville. Fifadi seul, je n'ai pas encore dit d'aller vers Rohiro, ni Vossa. 10 km de parcours dans une ville. Plus personne n'ira au stade de l'amitié, échouer, créer des problèmes, on les ramasse, on les déguépille tout le temps. Fifadi est naturel, c'est de l'eau, il y a la biodiversité, il y a l'écotourisme. On peut mettre des bibliothèques flottantes, comme vous le voyez, on a même commencé par construire, pour que toute l'information qui est coincée dans les universités, les sphères universitaires, ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont mis ça à la personne de touche. D'abord, c'est en anglais et en français. Or, les communautés
Ils ne sont pas francophones, ils ne sont pas trucs, ils sont juste là. Donc, nous, on veut les ramasser et les synthétiser en langue locale, les plastifier, venir déposer sur l'espace écopole de Fivadji pour que les gens accèdent, les scolaires qui ne trouvent même pas là où aller faire du tourisme alors qu'il y a le tourisme dans leur ville qu'on dit qu'il n'y a pas dévalorisé. Donc on a tout de suite eu l'idée de développer un marché flottant moderne qui s'adapte à l'eau, qui règle le problème de l'inondation, rajouter les poissons pour qu'il n'y ait pas pour faire la lutte agronomique et biologique contre les moustiques. Parce que les poissons, vous le savez, quand vous les faites en densité raisonnée, les alevins contribuent à manger les larves de moustiques et vous n'avez plus de moustiques en réalité. C'est plus loin. Donc, on a dit, avec ça, si on intègre toutes... Vous voyez, c'est des ressources qui sont disponibles. On ne va pas les acheter. Si on intègre tout ça, les palmiers, on les remet en densité linéaire. Ça va créer le parcours pour les sportifs 10 km. Et on va intégrer la biodiversité. On va intégrer... Et si quelqu'un a des problèmes chez lui où ses toilettes sont remplies, on ne fait pas des toilettes écologiques, on fait des toilettes qui n'ont pas de bassin de traitement. Ils vont peut-être quitter chez eux au lieu de faire les besoins d'un sachet jeté dans le marécage, zone sauvage. Ils vont dire, mais c'est quand même là, c'est gratuit, c'est joli, je vais aller aux toilettes là-bas. Il y en a 10, il y en a 20, donc on a intégré les toilettes. Les gens de Dantokpa aussi, on était là, ils quittent Dantokpa, ils font leurs besoins, puisque malgré les toilettes, ce n'est pas accessible à Dantokpa, ils font leurs besoins le soir, ils mettent dans le sachet, arrivé sur le pont, on jette. Tout ça là, on n'a pas besoin de les sensibiliser. Il suffit d'aménager la zone, parce que c'est l'absence d'aménagement qui crée la pollution. Donc, on a intégré tout ça et c'est viable. Les gens disent que c'est viable. Ce n'est pas un marécage à acheter. C'est pour l'État. L'État veut le développement durable. Et c'est un exemple. C'est pour ça qu'on a parlé de poumon vert attractif du marécage de Fivadji. Et tout le monde est d'accord. Le ministre était très content de l'initiative à l'époque. Et ses conseillers, ils nous ont reçus. Père à son âme aujourd'hui, Madame Akacha nous a reçus. Et nous a même demandé qu'est-ce que vous voulez que le ministère vous aide à faire. On lui a dit aidez-nous à rencontrer, que les communautés rencontrent le chef de l'État pour l'accompagnement qu'il veut faire au niveau citoyen, parce que c'est de l'intelligence citoyenne. Ce n'est pas un projet avec des experts, mais c'est de l'intelligence citoyenne. Vous-même, vous avez contribué plusieurs fois. Donc, les citoyens ont aussi leur intelligence, leur mot à dire dans la cité. Et magnifier la cité à la hauteur de leur foi. C'était vraiment l'exemple qu'on voulait faire, montrer pour prouver que nous sommes capables. Il n'y a pas que d'experts internationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a développé, on est encore capable d'atteindre ou de réaliser ce projet? Oui, je crois bien, parce que le PAG2 a conduit les études. On a été même associés. On n'a pas voulu être isolés, parce que les communautés sont nombreuses. Les communautés nous ont à l'œil. Donc, on est allé, on a intégré tout ce que vous voyez là au PAG. Normalement, c'est ça, on s'attendait à ça, que ça démarre. Ça prend du temps, parce que les communautés nous mettaient les pressions, on était les cadres. Ils nous disaient, mais vous êtes allé au gouvernement, c'est quoi la suite? Vous nous avez dribblé ou quoi? On a dit non. Le président prend son temps pour faire des travaux corrects. Donc, on en est là, c'est réalisable. Le marécage existe. Il n'y a pas d'autre chose à tirer de ce marécage que de la valoriser en milieu urbain pour trouver de l'emploi aux jeunes. Ça va créer un marché flottant. Vous voyez? Parce qu'il y a de l'espace, c'est 176 hectares. Marché flottant, c'est déjà l'adaptation pour la prochaine montée des eaux. C'est aussi la solution optimale pour lutter contre l'inondation. On ne lutte pas contre l'inondation, mais en griffe. C'est la solution optimale pour permettre à l'eau de se laisser accueillir. Vous n'avez plus la vie. Alors que c'était la dernière des choses à préserver. Il fallait juste la creuser davantage pour qu'elle accueille plus d'eau. Et les bords mettre des matelas Renault. Les matelas Renault sont mieux que le béton. Le béton est imperméable. Quand on peut aussi couler le béton de façon perméable. Il suffit de faire des issues. Tout est possible. Oui, c'est pour la porosité. Il faut calculer la porosité. Mais les gens font du béton qui stocke l'eau même dans les maisons. Donc, le matelas Renault, on l'aménage bien. C'est ce que les gens ont fait à Paris. Aux Pays-Bas, on se ligue pas contre l'eau. On donne de la place à l'eau. Et automatiquement, vous allez remarquer que aujourd'hui, maintenant, si vous pouvez faire ce parcours-là à pied. Or, toute la végétation originelle de Parakou était le long de ce cours d'eau-là. Ça, nous l'avons constaté quand on était étudiants. On était encore étudiants. Ça nous a fait mal. On a saisi la mairie. Aujourd'hui, toute cette zone humide est fermée parce que je me rappelle bien, tout est fermé aujourd'hui. Ça a permis même aux gens de glaner quelques parcelles. C'est ça le problème de la fermeture. On a tout fermé, les gens ont acheté les parcelles, on a construit. Quand on crée
le substrat solide. Alors que c'était un poumon vert. Ouais, un poumon vert de la ville de Parakou. Le second poumon vert étant la petite forêt. Du périmètre là, qu'il faut aménager aussi pour accueillir plus de monde. Donc, voilà un peu des exemples. On est habitué à ça. On est habitué à confier les travaux à des spécialistes BTP purs, qui n'intègrent pas trop l'écologie. On veut juste mettre un volet environnemental dans le projet, quelque part à 1%, pour montrer son intérêt écologique. En réalité, qui n'est pas applicable. C'est juste des tests. Ce n'est pas la proposition, quoi. C'est des tests. On ne fait pas deal en l'air. Quand on veut faire deal dans une zone humide, il y a des contraintes qu'il faut respecter. Il y a des niveaux de sédiments. Sinon, ça va s'affaisser, qu'il faut atteindre. Ici, par exemple, c'est les gens de Ganvier qui nous ont dit où il faut atteindre. Ils ont dit il faut qu'on aille, quand on a mis les bois bout à bout, ils ont dit il faut que ça atteigne ces hauteurs-là. C'est ce que nous on fait à Ganvier. Et quel bois utiliser, c'est eux qui nous l'ont dit. Ce bois ne se gâte jamais. Celui-là se gâte tout le temps. Ils ont dit celui-là se gâte tout le temps. Cette communauté rurale maîtrise beaucoup de choses. Ils ont du savoir qu'il faut se réapproprier. C'est eux qui nous ont dit il faut mettre ce palmier. C'est eux qui nous ont dit il faut mettre les petits étangs là en bidon flottant. C'est ça qu'eux ils aimeraient faire à Ganvier pour remplacer le Yakaja. Mais ils n'ont pas les moyens. Vous voyez un peu. Donc ils nous ont dit puisque c'est en ville, faites-le flottant. Un petit panier, mais en densité faible. Et nous, ça rejoint l'écologie. On ne peut pas faire de la production intensive. C'est comme pour dire que les solutions, elles sont chez nous. Elles sont là, localement. Seulement de se les approprier. Puis voilà, on peut régler tellement de choses, tellement de problèmes. À Guégué, Soutianko, ils sont venus. On a payé juste la bouillie. Ils sont venus nous aider à Fifadji pour exhumer la boue, pour et expliquer, attention, parce qu'il y a les serpents, tout ça. On explique, ils ont dit non, ces serpents ne mordent personne. Nous, on a tout le temps, on est dans l'eau. À Ganvier, à Porto-Novo, à Guégué. Et ils sont venus, ils sont pleins, leur nom est là. Ils nous connaissent, on a leur numéro. Donc, on a intégré les gens, on n'est pas resté là dans notre bureau pour vouloir faire. Et la pisciculture. Il y a beaucoup d'autres choses. Voilà ce qu'on va faire. On va peut-être vous permettre de revenir dans nos studios pour un deuxième numéro, pourquoi pas. Oui. Parce que je sais que vous avez trop de choses à dire par rapport à la construction de nos villes, construire des villes résilientes, surtout par rapport au Grand Nokoué, et aussi aller aussi vers le nord, parce que vous avez développé tout à l'heure l'aspect de Parakou, qui est aussi une situation préoccupante aussi, qu'on peut aussi corriger. On va aussi parler aussi de la circulation fluviale, parce qu'il faut surtout qu'on puisse réduire notre déplacement sur l'asphalte et aller vers l'eau. On peut circuler tout en sécurité, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui, monsieur William. C'est la meilleure des choses que Cotonou peut faire aujourd'hui. Les 13 arrondissements sont raccordés à un cours d'eau. Un cours d'eau. Oui, c'est ce qu'on a constaté dans notre étude. Dans la ville de Cotonou. Oui, tous les arrondissements peuvent aller sur l'eau. Sur l'eau. C'est déjà important. Et aller à la mer, aller à Ganvier, aller à Dantokpa, aller à Porto-Novo, sans passer par la TFM. Et ça, on peut le faire seulement en restaurant le coup d'eau. On ne casse personne. Hein. Les trames sont là. Peut-être il y a quelques récalcitrants qui ont mis un point de leur maison dans l'eau, mais on peut encore s'arranger avec eux. On peut leur laisser une partie parce que l'idée, ce n'est pas de déguerpir. L'idée, c'est de restaurer d'abord les coups d'eau naturels. Et les gens n'ont jamais occupé les coups d'eau naturels. C'est ça le problème. Ah, ils n'ont pas occupé aucun Béninois n'est si bête pour acheter de l'eau dans un lit. Mais attends, vous-même, vous savez, il va amener des sédiments pour remblayer la berge qui met un pied dans l'eau. Mais il ne va pas mettre des sédiments dans l'eau. Ça va couler. Puis l'eau coule. Enfin, donc, on peut circuler à Cotonou. Ça va réduire complètement notre empreinte écologique. Là, on agresse beaucoup la nature. On a des distances très faibles qu'on contourne. C'est comme Cotonou pour aller à Calavi. On contourne l'eau, quoi. Pour aller à Calavi, on se retrouve dans le goulot d'étanglement de Godomela et on s'embrouille tout le temps, on respire. Alors qu'en réalité, même vous voyez là, le pont n'est même pas à sa place. Ouais. Le pont n'est pas dans le lit déjà. Le lit est là-bas et on a laissé les gens occuper le bord. Bon, c'est une maison. Ouais. On peut la dégager. Mais le pont est à la berge. Le pont était le pont de l'école de pisciculture. Ah, d'accord. Il y avait un projet piscicole vieux qu'on appelle Redonou, le plus. C'était l'Afrique occidentale à l'époque, qui avait développé des étangs qui est en ruine aujourd'hui. Ouais. Vous voyez, c'est le plus grand endroit où on peut produire le plus de poissons. C'est sur le Djou, qui vient. Et c'est là où on prélève la majeure partie de l'eau qu'on boit. Les nappes aquifères qui sont exploitées aujourd'hui par la SONEB sont là. C'est démontré que tout ce qu'on retire, la SONEB retire pour alimenter la ville de Cotonou, quitte là. Et pourtant, il n'y a pas d'études de suivi, il n'y a pas d'observatoire. Parce que l'eau là quitte la forêt de Arrozon. Vous voyez, chaque forêt
forêt et eau, c'est lié. C'est lié, tout à Chaque forêt donne, n'est toujours à côté de l'eau. Donc, vous voyez, c'était un coup d'eau, ça s'est asséché. Et toute l'eau qu'on boit, par exemple, à Cotonou, vient de là. Et on doit avoir un regard sensible. Et ça va au lac Nokouy. Donc, les nappes qui fait sont là, c'est rempli. Le professeur Michel Bocor a fait beaucoup d'études sur ça. C'est un géographe méritant. Hein. Vous savez que c'est lui qui nous a permis de parler des 4 saisons. On parlait d'été, hiver. Le père de la climatologie. Oui, voilà. Donc, après ça, je voudrais vous dire que les gens sont conscients. Hein. Le maire de la ville de Cotonou est très preneur du projet. Il l'adore, il l'aime. On le remercie pour ça. Le ministre Donato, il était content. Ils ont contribué tous pour que ça s'élève et ça devienne quelque chose. Même l'agent du cadre de vie aussi nous a reçu plusieurs fois sur ça. La preuve, ils nous ont intégrés dans les communications avec le PAG. Donc aujourd'hui, si on peut circuler sur l'eau, ça va permettre aux émigrants de ne pas être toujours sur deux motos qui coûtent 500 000 à flâner de partout, sans direction. Ils vont pouvoir déplacer facilement les marchandises. Ouais. On les attache sur moto, une dame est dessus, les crevaisons viennent. Et tout ça, ça va permettre de développer le transport fluvial à moins de coûts et la mobilité douce. Ce sera justement le prochain numéro, thème de notre prochaine émission, Monsieur Alfred Rognon. Merci à vous. Vous êtes spécialiste en valorisation des ressources naturelles et mobilisation citoyenne. Avec vous, on a parlé beaucoup plus de ce qu'on peut faire pour permettre à nos populations de cohabiter avec l'eau. On ne lutte pas contre l'eau, on ne lutte pas contre l'inondation, on essaie de gérer, de rester à côté de l'eau. Merci à vous, ce sera tout pour cette émission. Bonsoir chez vous et à la prochaine.